Mesdames et messieurs, bonjour. Après 2 jours de discussions très denses et une ambiance marquée à la fois par la gravité de la situation et la nécessité de l'unité de la communauté internationale, nous avons donc travaillé à la fois sur des enjeux de court terme pour réduire la portée des crises et de long terme pour faire retrouver à l'économie mondiale le chemin de la croissance. Je voudrais partager avec vous en quelques mots les 3 messages du sommet. Le premier concerne l'Europe, qui a tout mis en œuvre pour apporter une réponse crédible à la crise. Il était essentiel que l'Europe arrive unie au G20. Nous avons reçu le soutien unanime de nos partenaires et il me semble que nous avons progressé sur 3 points essentiels dans la mise en œuvre de l'accord du 27 octobre. Le premier point, c'est l'attitude ferme de l'Europe à l'endroit de la Grèce, qui a suscité la prise de conscience collective indispensable des enjeux pour l'avenir de ce grand pays. Les conditions sont en train de se créer en faveur d'un consensus en Grèce sur l'accord du 26 octobre et nous nous réjouissons beaucoup que l'ambiance aujourd'hui en Grèce n'ait rien à voir en cette fin de semaine avec ce qu'elle était en début de semaine dernière. Deuxième élément sur la crise européenne, je voudrais saluer l'effort de l'Italie qui a donc pris les mesures nécessaires pour renouer avec la confiance, atteindre l'équilibre budgétaire dès 2013 et renforcer sa croissance. L'Italie est un pays essentiel de la zone euro, une des plus grandes économies du monde, et je veux saluer la décision de l'Italie de faire appel à la Commission européenne et au FMI pour certifier les résultats atteints sur une base trimestrielle avec des résultats qui seront publiés, ces évaluations étant naturellement rendues publiques. Enfin, nous avons pris l'engagement de renforcer les moyens du FMI si le besoin s'en faisait sentir et nous avons mis en place les conditions pour atteindre cet objectif. Le FMI doit remplir son rôle de rempart contre le risque systémique. Les ministres des Finances, lors de leur prochaine réunion au mois de février, ont comme instruction de déployer plusieurs options pour arriver au renforcement de ces moyens: allocation de DTS, prêts bilatéraux au FMI, compte spécifique au FMI. Nous n'avons pas tranché entre ces différentes formules, mais l'orientation est bien celle-ci: renforcement des moyens du FMI. Deuxième message du G20, c'est que nous avons décidé d'utiliser toutes les marges de manœuvre pour soutenir la croissance. La situation est en fait beaucoup plus complexe qu'en 2009. Il n'y a pas de réponse unique. Washington et Londres, c'était relance tout azimut. Toronto, c'était mesure de réduction tout azimut. Eh bien, Cannes, c'est la différenciation des situations selon les pays et il est indiqué dans le communiqué final que les pays dont la situation budgétaire est solide, je pense à la Chine, je pense à l'Allemagne, ces pays feront jouer les stabilisateurs automatiques et sont prêts à prendre de nouvelles mesures en faveur de la croissance. Nous sommes donc sortis du statu quo de Séoul qui avait donné lieu, vous vous souvenez certainement, à une opposition entre les pays sur ce thème. Par ailleurs, les pays qui disposent d'excédents extérieurs importants s'engagent à augmenter la demande intérieure et à accélérer la flexibilité de leur régime de change afin de réduire à moyen terme l'accumulation de réserves de change. Vous voyez très clairement le grand pays qui a pris ces engagements et c'est une excellente nouvelle. Enfin, et c'est une grande novation, le plan d'action pour la croissance prend pleinement en compte la dimension sociale de la mondialisation. C'est la première fois que les pays du G20, et notamment les pays émergents, indiquent leur volonté de mettre en place des socles de sécurité sociale.
Et par ailleurs, il y a un engagement de l'ensemble du G20 à dire que la protection sociale, le modèle social, le niveau de protection est favorable à la croissance et n'est pas contradictoire avec la croissance. Je crois que c'est la première fois qu'un sommet international affiche si clairement l'objectif qu'un haut niveau de protection sociale est favorable à la croissance. Dernier point, des avancées fortes, me semble-t-il, sur les priorités de la présidence française. Sur la régulation financière, nous avons décidé de publier, le CSF, le Conseil de stabilité financière, publiera aujourd'hui même une liste de 29 grandes banques systémiques internationales dont nous avons décidé qu'elles seront soumises à des obligations de transparence et de régulation renforcées. Deuxième élément, la publication par le Forum global de 11 pays que nous estimons être des paradis fiscaux. Antigua, Barbuda, la Barbade, Botswana, Brunei, Panama, Seychelles, Trinidad et Tobago, Uruguay, Vanuatu ne se sont pas dotés d'un cadre juridique adapté à l'échange d'informations fiscales. Nous ne voulons plus de paradis fiscaux. Le message est très clair. Nous n'en voulons plus. Et les pays qui demeurent des paradis fiscaux avec la dissimulation bancaire seront mis au banc de la communauté internationale. Les choses ont beaucoup progressé. Elles doivent progresser encore. Je précise que la Suisse et le Liechtenstein ne se sont pas qualifiés en phase 2 tant qu'elles ne remédieront pas à certaines déficiences identifiées. La crédibilité de tous les engagements contre les paradis fiscaux, c'est la publication systématique à chacun de nos sommets de la liste des pays qui ne feront pas ce qu'il faut pour sortir d'un comportement inadmissible. Nous ne sommes pas décidés à tolérer cela. Je voudrais vous demander de vous souvenir qu'à Londres, il y a 3 ans, j'avais dû menacer de quitter la salle. C'est une liste des juridictions non coopératives, car à l'époque, on ne prononçait même pas le mot paradis fiscal. Vous voyez le progrès, quand même, qui a été engagé. Enfin, nous avons décidé la réforme du FSB pour le transformer en véritable organisation mondiale de la finance, personnalité juridique, autonomie budgétaire, possibilité de passer des accords avec d'autres organisations, élargissement de son comité de direction au trésor des grands centres financiers pour assurer la mise en œuvre des décisions du G20. Sur le système monétaire international, c'est un chantier de long terme. Quand la France l'a mis à l'ordre du jour, ça avait provoqué tout un tas de commentaires sceptiques. Aujourd'hui, tout le monde considère que c'est le chantier des prochaines années. Nous avons donc fixé un cadre pour la gestion des flux de capitaux. Le recours au contrôle des capitaux, et ça c'est très important, est désormais admis comme une mesure de stabilisation. Il y avait une erreur qui consistait à faire un parallèle entre la liberté des échanges et la liberté de circulation des capitaux. Le contrôle des capitaux peut s'avérer nécessaire et est reconnu comme une mesure de stabilisation. C'est également la revue du panier du DTS en 2015 qui pourra accueillir de nouvelles monnaies. Le yuan est un candidat évident compte tenu de l'engagement que j'ai noté avec satisfaction de la Chine vers une convertibilité graduelle. Réforme de la surveillance du FMI pour l'élargir à de nouveaux sujets, taux de change, flux de capitaux, effet de contagion. En fait, on fait évoluer fortement les missions du FMI. Enfin, nouveaux instruments du FMI, ligne de liquidité à court terme pour faire face aux chocs systémiques. Sur l'agriculture, c'est la première fois que la question agricole est à l'agenda du G20. C'était vraiment l'agriculture une question dont on ne parlait pas. L'augmentation de la production est essentielle pour nourrir la population mondiale. La transparence sur les marchés agricoles. Nous avons obtenu la régulation des marchés dérivés de matières premières. Il y a un accord pour réguler ces marchés et les acteurs de ces marchés, pour lutter contre les abus de marché et surtout pour donner le pouvoir aux superviseurs de fixer des limites de position pour éviter qu'un seul acteur puisse manipuler les cours par des achats ou des ventes disproportionnées.
Quand nous avons commencé avec Bruno Le Maire et François Baroin, nous ne pensions pas qu'on pourrait arriver à un tel résultat dans un sommet de cette nature. Enfin, les stocks humanitaires d'urgence et l'interdiction des restrictions à l'exportation pour les achats de programmes alimentaires. Sur le développement, financement innovant et infrastructures. Les financements innovants sont dans le communiqué final avec une allusion explicite à la taxe sur les transactions financières. Il y a une volonté d'un certain nombre de pays de faire sortir les financements innovants et la référence à la taxe sur les transactions financières du communiqué, il s'y trouve. Où en sommes-nous sur le sujet? Il y a maintenant un certain nombre de pays qui ont rejoint le combat de la France. Je rappelle que quand la France a engagé ce combat, la France était absolument seule. Aujourd'hui, à part la France, la Commission européenne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Argentine, l'Union africaine, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le secrétaire général des Nations Unies et le Brésil qui nous a dit son intérêt pour la démarche sont favorables au principe d'une taxe sur les transactions financières. Et le texte de la déclaration dit « Le G20 reconnaît les initiatives de certains des pays membres pour taxer le secteur financier à des fins diverses, dont une taxe sur les transactions financières pour soutenir le développement. » Vous n'imaginez pas le combat que représente une telle taxe. Alors que les choses soient très claires, la France considère que pour être au rendez-vous des enjeux du développement, il faut des financements innovants, compte tenu de l'état de déficit des derniers pays, de l'ensemble des pays. Et nous avons dit dans le communiqué que dans le rapport Bill Gates, il y a un certain nombre de financements innovants, que chaque pays s'engage au moins à en prendre un dans l'ensemble des financements innovants. Deuxième élément, nous considérons moralement comme absolument indispensable que les peuples du monde sachent que les acteurs financiers qui ont conduit le monde dans les travers que nous connaissons seront amenés à contribuer financièrement à la réparation des dégâts qui ont été créés. C'est ça l'objet de la taxe sur les transactions financières. Alors, le projet de la Commission européenne, qui est le seul projet concret sur la table, et qui démontre la possibilité technique d'une taxe sur les transactions financières, sera soumis à la discussion à la table du Conseil des ministres et des chefs d'État et de gouvernement dès le début de cette année. La France se battra pour que cette taxe devienne une réalité. Et la France considère qu'attendre que le reste du monde se dote d'une telle taxe n'est pas un argument suffisant pour refuser la mise en œuvre de cette taxe. Et clairement, nous allons tout faire pour nous appuyer sur les opinions publiques de chacun des pays pour aboutir à ce résultat. J'ajoute que j'ai été heureux de la disponibilité de Barack Obama sur le principe de la contribution du secteur financier à la résolution de la crise. Ça ne va pas jusqu'à une taxe sur les transactions financières, mais sa disponibilité à envisager la contribution financière des marchés, des acteurs financiers pour sortir de la crise. Je vous rappelle qu'on partait d'une situation de blocage absolu et que désormais, la taxe sur les transactions financières est un élément du débat et, je l'espère, elle sera un élément concret de mise en place dès l'année 2012 d'une taxe. Alors, il y a encore bien des choses à régler, notamment sur l'affectation du produit de la future taxe. Mais c'est très intéressant, parce que quand on débat de l'affectation du produit de la future taxe, c'est qu'on considère que le principe de la taxe a tellement progressé qu'il convient de débattre de l'affectation de son produit. La France considère qu'une partie à définir importante, majoritaire, totale du produit doit aller au développement. Voilà, enfin nous avons eu un débat sur la gouvernance mondiale avec un très bon rapport de David Cameron.
Voilà, mesdames et messieurs, en m'excusant certainement d'avoir été trop long, maintenant, je me livre à vos questions. Monsieur le Président, Emmanuel Jarry, agent Reuters. À ce jour, combien de pays du G20 se sont engagés à venir aider financièrement les pays de la zone euro à sortir de la crise? Et question subsidiaire, est-il exact que vous envisagez de mutualiser les DTS des pays de la zone euro pour venir abonder le FESF? Et puis, deuxième question d'un autre ordre, est-ce que vous avez avancé sur la question d'un secrétariat permanent pour le G20 et est-ce que vous pensez que le Mexique, qui va prendre la présidence, ira dans ce sens? Bon, il y a un accord de tous les membres du G20 pour travailler à la réunion du mois de février à l'augmentation des ressources du FMI. Ça, c'est un accord général. Tous, pays développés, pays émergents. Un accord général. Et un deuxième accord, c'est pour réfléchir et travailler sur les modalités de collaboration entre le FMI et le Fonds européen pour élargir les capacités du Fonds européen. Et dans les voies sur lesquelles les ministres des Finances vont travailler, les DTS sont clairement identifiés. Et c'est-à-dire que ce sera la voie retenue en février, je ne me hasarderai pas à vous le dire. Mais voilà, un calendrier, février, une méthode et un accord général de tout le monde, des États-Unis aux pays émergents. Sur le G20, nous avons décidé d'institutionnaliser la Troïka, c'est-à-dire présidence actuelle, présidence montante, présidence descendante, ce qui fait que la France sera l'année prochaine dans la Troïka de la présidence mexicaine. Le G20 n'est pas enthousiaste à l'idée de la création d'un secrétariat général. Car le G20 doit rester une enceinte de dialogue informel, très libre, et nous souhaitions une application très forte des présidences, et non pas une prise en main des présidences par un secrétariat général. Voilà, je crois avoir résumé à peu près l'esprit des débats, et c'est le seul point du rapport, par ailleurs excellent, de David Cameron, qui n'a pas fait l'objet d'un consensus complet. Oui, mais donnez le micro, ne gardez pas le micro. De Phoenix TV, télévision chinoise, Monsieur le Président, ici. Dans un discours de 2008 devant le Parlement hellénique, vous avez dit que vous vous sentiez comme un grec. Alors que direz-vous sur le destin de ce peuple, s'il y aura de changements, ce soit pendant la nuit de le gouvernement? Deuxième question, c'est vous avez donné le message de crédibilité de l'euro et de l'Europe. Est-ce que vous avez aussi essayé de donner le message de confiance aux investisseurs potentiels, surtout les pays émergents, la Chine par exemple, qui en a demandé pour une garantie de mettre une partie de leurs réserves en euros? Merci. Non, mais pour la Grèce, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je suis heureux du changement complet d'atmosphère politique en Grèce. Car au fond, ce qui était choquant, ce n'est pas le principe du référendum. L'appel au peuple n'est jamais quelque chose de choquant. C'est même un sujet essentiel pour l'Europe. Ce qui était choquant, c'est qu'aucun des partenaires de la Grèce n'avait été prévenu. Et deuxièmement, que ça ne peut pas être un référendum sur un plan. Parce que si vous faites un référendum sur le plan du 27 octobre, il faut s'apprêter à faire un référendum sur tous les plans suivants. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait sur les plans d'avant? La seule question qui était importante, si vous voulez faire un référendum, c'est l'appartenance de la Grèce à l'euro. Et je crois que ce message est très bien passé. Et c'est un message d'amitié à l'endroit du peuple grec. Et c'est un message que nous avons tenu à adresser à l'opposition comme à la majorité en Grèce. Après, c'est au peuple grec de choisir ses dirigeants et la politique qu'il souhaite voir mener. Ce n'est pas à nous. Mais nous, on a fixé une ligne rouge. Et je ne le regrette pas. Bon, le message de confiance pour les investisseurs. Mais enfin,
quand vous investissez dans une monnaie, vous souhaitez que cette monnaie monte, pas qu'elle baisse. Alors je veux être désagréable avec personne, mais si vous comparez l'euro aux autres monnaies du monde, il monte ou il baisse? Il monte. Donc ceux qui ont mis leur argent dans l'euro ont fait plutôt une bonne affaire. Ça prouve qu'ils ont eu raison de faire confiance. En tout cas, il y a une résolution qui est très simple et la chancelière Merkel a rappelé, nous nous battrons pour défendre l'Europe et l'euro. Voilà. Et ce n'est ni la spéculation, ni qui que ce soit qui aura le dernier mot dans cette affaire. L'Europe, c'est la plus belle construction que les hommes aient jamais imaginée au service de la paix. Et nous n'avons nullement l'intention d'accepter qu'elle se défasse sous des pressions extérieures. Si elle se défait, c'est parce que les peuples en auraient décidé ainsi, et certainement pas parce qu'on l'aurait imposé. Donc le message est très clair, et l'Allemagne comme la France sommes parfaitement solidaires avec cet objectif. Olivier Bust, France Info. Monsieur le Président, à l'issue de ce G20, est-ce que vous confirmez la tenue d'un Conseil des ministres dès lundi pour la mise en place d'un plan d'économie, d'un plan d'austérité en France? Est-ce que l'une des conclusions non écrites de ce G20, c'est que la France a aussi besoin de faire des économies rapides pour contenir ses déficits? Et si c'est le cas, dans les pistes envisagées, s'agit-il de réduire les dépenses, lesquelles, ou d'augmenter les revenus de l'État, c'est-à-dire d'augmenter les impôts, la TVA, ou de créer de nouvelles taxes? Prenez ma place, monsieur, c'est mieux. C'est une question. Je réponds avec plaisir à toutes les questions qu'on me pose, mais là, c'est un tel plaidoyer que je ne peux pas y répondre. Vous savez pourquoi il y a un Conseil des ministres lundi? Parce qu'il n'y en a pas eu mercredi dernier. Voilà, c'est une originalité extrême. Pardon de vous le dire comme ça, mais il n'y en a pas eu mercredi dernier, parce que mercredi dernier, nous étions dans tous les contacts préparatoires au G20. Donc j'ai pris une décision, en plein accord avec le Premier ministre, je vous rassure, vraiment très originale, de reporter le Conseil des ministres de mercredi dernier à lundi. Voilà, c'est absolument tout. S'agissant de ce que vous qualifiez comme plan de rigueur, d'austérité, c'est peut-être ce que vous souhaitez, mais nous veillerons à ce que le budget de la France soit parfaitement cohérent avec l'annonce qui a été faite par le Premier ministre d'une révision de la croissance de la France. C'est tout, c'est simple. Quand vous prévoyez une croissance de 1,75, vous avez une espérance de recette. Si vous prévoyez une croissance de 1, vous avez une autre espérance de recette. Et donc, si vous voulez être sérieux, et nous voulons être sérieux, vous trouvez les économies, les moindres dépenses ou les recettes pour compenser la baisse des recettes induite par la baisse de la croissance. C'est ça que nous allons avoir à décider. De toute manière, ce qui compte, c'est le cheminement de la France telle qu'elle s'est engagée, et ce cheminement sera respecté scrupuleusement. 3% de déficit en 2013, 0% de déficit en 2016. C'est l'objectif, c'est la base. Et jusqu'à présent, nous avons parfaitement respecté cette ligne, ces engagements, et nous continuerons. Donc nous prendrons toutes les mesures pour qu'il en soit ainsi. Simplement, on me posait déjà la question, il y avait le sommet à Bruxelles. Maintenant, là, on est dans les conclusions du G20, on me demande des questions. Chaque étape, step by step, comme l'on dit à Cannes, monsieur le maire. Paul Mason, BBC. Il est évident que vous et Mme Merkel, les gouvernements les plus puissants en Europe, ont essayé de changer les gouvernements en Italie et en Grèce. Comment est-ce que cela peut être juste? Et une fois commencé, où est-ce que cela va aboutir? Moi, ce que j'aime le plus dans votre question, c'est « il est évident ». Bon, ben, si c'est évident, pourquoi vous me posez la question? Il est donc évident que vous n'attendez pas la réponse, puisque vous affirmez votre conviction, ce qui est tout à fait votre droit. Mais moi, je dis, il est évident que vous vous trompez. Lourdement. Nous n'avons pas voulu changer les gouvernements, ni en Grèce, ni en Italie. Ce n'est pas notre rôle, et ce n'est pas ma conception de la démocratie. Mais il est évident qu'en Europe, et peut-être que votre appartenance à l'île, au sens insulaire, vous fait ne pas comprendre tout à fait les subtilités de la construction européenne. C'est avec le cœur que je vous dis ça. Il y a des règles.
j'allais dire, c'est pas une auberge espagnole. Je ne sais pas pourquoi on emploie cette expression à l'endroit de ce beau pays qui est l'Espagne. Il y a des règles, et si on s'exonère de ces règles, eh bien, on sort soi-même de l'Europe. C'est aussi simple. Maintenant, que nos amis grecs, quel que soit le gouvernement dont ils se doteront, nous travaillerons avec lui. Il se trouve, depuis que je suis président, j'ai travaillé avec M. Karamanlis et avec M. Papandréou, dans d'excellentes conditions. De même que pour la Grande-Bretagne, j'ai travaillé avec M. Brown et avec M. Cameron, dans d'excellentes conditions. Nous n'avons pas à choisir les gouvernements. Et l'Italie a un président du Conseil qui s'appelle Silvio Berlusconi, qui a présenté un plan. C'est une réalité qui s'impose à nous démocratiquement. Et Silvio Berlusconi, conscient du doute dans les marchés sur la réalité de l'application du plan, a demandé à la Commission et au FMI d'avoir ce qu'on appelle un monitoring. Voilà. Mais pourquoi voulez-vous qu'on veuille créer les conditions d'une alternance dans un pays ou un autre? Ce serait une folie. Tout le problème, c'est la réconciliation de l'Europe avec les peuples. Mais ça ne peut pas se faire, cette réconciliation, par la violation systématique de toutes les règles. Pour que la solidarité s'exerce, nous, il faut bien qu'on s'adresse à nos compatriotes en disant « voilà, on va prêter de l'argent à tel pays ». Mais ce pays ne peut pas s'exonérer des règles qu'on impose à nos propres nationaux. Non, je crois vraiment, je vous assure que c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est rapprocher l'Europe des peuples. J'admets bien volontiers. Ça, c'est la question essentielle. Mais faire respecter des règles, ce n'est pas éloigner l'Europe des peuples. C'est plutôt quand on est exonéré de ces règles qu'on a éloigné l'Europe des peuples. Monsieur le Président, Emmanuel Kessler, LCI, pourriez-vous nous indiquer le nom des banques françaises qui figurent sur la liste des banques à risque systémique? Je crois que vous avez dit qu'il y en avait 29 au total, le G20. D'autre part, avez-vous été choqué... Écoutez, à ma connaissance, il y en a les deux, c'est BNP Paribas, Société Générale, et il y en a deux autres, puisqu'il y en a quatre. Crédit Agricole, et la quatrième, c'est une colle, bien jouée, merci. Bravo. Mais... Donc vous n'avez pas la quatrième. On attend la quatrième. Oui, la Banque Populaire, voilà. Les banques populaires. Merci. Je remercie le premier rang pour sa contribution à ma compétence spontanée sur le sujet. Juste question subsidiaire. Avez-vous été choqué d'entendre BNP Paribas annoncer, au nom du respect des nouvelles réglementations, des centaines de suppressions d'emplois? Bon, franchement, ce qui m'a le plus choqué dans le comportement des acteurs financiers, si je fais dans l'ordre, les rémunérations, les bonus, les distributions de dividendes systématiques aux actionnaires, plutôt que le renforcement des fonds propres. Si je dois faire je trouve, je le dis, que cette pratique était irresponsable, choquante, et nous sommes dotés d'un arsenal législatif pour que ça cesse. Ensuite, je ne voudrais pas que les mesures prudentielles, je parle de l'augmentation des fonds propres, se traduisent par une raréfaction des crédits à l'économie, aux entreprises comme aux particuliers. Enfin, s'agissant des restructurations, je ne voudrais pas me laisser aller à la facilité de porter un jugement sans regarder dans le détail ce qui se passe. S'il s'agit, dans des pays où ils ferment des filiales, de faire un plan de suppression, on ne peut pas garder des collaborateurs si on supprime une filiale. Bon, donc il faut que je regarde ça. Écoutez, il y a tellement de démagogie aujourd'hui. Permettez-moi de ne pas tomber, moi aussi, dans cette facilité. Et je ne ferai pas cette remarque pour leurs bonus, pour leurs dividendes et pour leur rémunération. Je ne parle pas de cette banque en particulier, de l'ensemble des banques en général. Arnold Parmentier, Journal Le Monde. Je n'ai pas bien compris qu'est-ce qui allait se passer si on avait une attaque contre l'Italie avant le mois de février. C'est-à-dire, est-ce que la force de frappe du FESF sera renforcée par un moyen ou un autre si une crise survient? Vu le délai, c'est 3 mois, c'est en fait une éternité, vu ce que nous vivons ces temps-ci. Enfin, il y a des institutions en Europe dont je citerai le nom, sans savoir ce qu'elles feront,
qui sont la BCE, qui sont le fonds, et qui sont prêts à intervenir en cas de besoin. Voilà. La question qui m'a été posée, c'est celle de savoir, est-ce que vous allez encore le renforcer? La réponse, oui, nous y travaillons, mais le plan du 27 octobre est plus que jamais un plan d'actualité. Et l'Italie n'est pas seule. C'est la base de la solidarité européenne. Peut-être une ou deux dernières questions. Grégoire Bizot, Libération. Il y a 3 ans, au discours de Toulon, vous avez appelé à une réforme du capitalisme financier. 3 ans après, 6 G20 plus tard, quel bilan vous tirez de cette grande ambition? Franchement, on n'est plus dans le même monde. On n'est plus dans le même monde. Il y a 11 paradis fiscaux. Il y en avait plusieurs dizaines lorsqu'on a commencé à Londres. Le mot n'était pas prononcé. Les superviseurs nationaux et régionaux ont vu leur pouvoir considérablement se développer. Les fonds propres des banques ont été renforcés dans des conditions qu'on n'avait jamais vues. Une différence a été portée entre la banque normale et la banque systémique qui se voyait imposer des règles plus fortes. Oui, je n'ai pas le souvenir, voyez-vous, qu'en 3 ans, les choses aient progressé aussi rapidement, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup. Mais ça a progressé de façon assez stupéfiante. Je voudrais qu'un seul exemple, qu'on puisse parler tranquillement au G20 et mettre les mots dans un communiqué, taxe sur les transactions financières, mais l'année dernière, on ne m'aurait pas cru si je disais que c'était possible. Les ONG avec qui j'en ai parlé savaient parfaitement que la taxe Robin des Bois, la taxe Tobin, c'était quelque chose dont on parlait entre ONG, mais dont on ne parlait jamais à la table des chefs d'État et de gouvernement. Absolument jamais. Bon. La modération des rémunérations, la conditionnalité des bonus, l'existence de bonus et de malus, c'est que le versement des bonus sur 3 années, et non pas une année, mais c'est un monde totalement différent par rapport à celui même que vous avez connu. Est-ce à dire que le monde est parfait? Mais certainement pas. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de travail? Mais certainement pas. Mais enfin, reconnaissons tous ensemble, et vous qui suivez les choses, que ça a progressé d'une façon stupéfiante. C'est devenu le sujet normal de conversation entre ministres des Finances. C'était des sujets qui n'étaient jamais évoqués. Mais même en Europe, Andorre, Monaco, d'autres pays, c'était un sujet tabou. Aujourd'hui, ils ont signé des conventions fiscales qui les fait sortir de la liste noire. Est-ce que vous auriez imaginé que c'était possible en 3 ans? Une dernière question, peut-être. Philippe Alfroy de l'agence France-Presse. Justement, sur ce sujet, Monsieur le Président, les ONG sont un peu déçues et estiment que le temps passé à résoudre les problèmes de la zone euro a un peu empêché le G20 d'avancer sur vos priorités. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et deuxième question sur un sujet qui n'a rien à voir, l'hypothèse d'une frappe préventive sur l'Iran est nouveau à l'ordre du jour. Est-ce que vous en avez parlé avec le président Obama? Est-ce que c'est une perspective qui vous inquiète? Bon, que les ONG soient déçus, je le comprends. Ils sont déçus parce qu'on a tellement parlé dans les médias de la crise qu'on a moins parlé de la pauvreté dans le monde, de la faim dans le monde, de la nécessité du développement. Ça, c'est vrai, c'est incontestable. Et je partage avec eux cette déception. Pour autant, sur le fond des choses, ça a progressé, et ils me l'ont dit d'ailleurs, beaucoup plus qu'ils ne l'imaginaient. Est-ce que vous croyez qu'il y avait un syndicat dans le monde qui imaginait que le B20 et le L20, le patronat et les syndicats se rencontreraient, qu'on parlerait dans le communiqué, avec autour de la table des pays comme la Chine, comme l'Inde, d'un socle social minimum? Enfin, personne n'imaginait que c'est avancé à ce point-là. D'ailleurs, vous-même, dans votre question, vous dites « un peu déçu ». C'est déjà formidable, parce que le rôle d'une ONG, c'est d'être intransigeant, c'est de demander que ça avance,
c'est de trouver qu'il n'y en a jamais assez, c'est tout à fait normal. C'est l'enthousiasme pour les bonnes causes qu'ils défendent. Bon, enfin, tout le monde voit bien quand même que les objectifs de la présidence française, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des progrès spectaculaires par rapport à ce qui avait été indiqué. Quand nous avions annoncé, je parle sous le contrôle du ministre d'État, du ministre des Affaires étrangères, les objectifs de la présidence française, on dit mais ils n'y arriveront pas, c'est beaucoup trop ambitieux, ça ne produira pas de résultats. Donc moi j'aurais préféré dire aux ONG, voilà, laissez décider, la taxe sur les transactions financières, le monde entier est convaincu. Bon, mais qui croyait à ça? Mais qui croyait à ça? Qui pensait que c'était possible? Personne. Il n'y a pas eu une ONG, vous savez, les ONG c'est des gens sérieux, passionnés, intransigeants, mais sérieux. Ils savaient parfaitement que ce n'était pas possible. Mais le fait que ça soit encore sur la table et dans le communiqué, c'est un progrès considérable. Le fait que je puisse vous donner le nom d'une dizaine de pays qui regardent la taxe avec sympathie. On était seuls au début de l'année. Et l'engagement de l'Allemagne, quand même, déterminé, et de la Commission. C'est des progrès. Alors, vous pouvez me trouver optimiste, mais vous savez, dans mon métier, il vaut mieux que je le sois. Hein, parce qu'il y a peu de chances que vous le soyez pour moi. Bon, ça, franchement, enfin... D'ailleurs, ce n'est pas votre rôle, je le reconnais bien volontiers. Frappe préventive, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le comportement de l'Iran et cette volonté obsessionnelle d'acquisition du nucléaire militaire est en violation de toutes les règles internationales. Et la France condamne, mais condamne fermement le non-respect par l'Iran des règles internationales. Enfin, frappe préventive, vous y allez vite. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a le dialogue. Quand le dialogue n'aboutit pas, il y a les sanctions. Quand les sanctions ne suffisent pas, on fait encore des sanctions. La communauté internationale ne peut pas régler tout par les armes. Alors vous me direz que cette année, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Libye, nous l'avons fait. Mais on l'a fait sous mandat des Nations Unies. Pas de façon préventive pour Benghazi. Fort heureusement, on n'a pas attendu le désastre. Mais enfin, ce sont des idées très graves. Et ce n'est pas des choses dont on parle comme ça entre chefs d'État, si on faisait une frappe préventive. Non. Seule chose que nous avons dit, c'est que si Israël était menacé dans son existence, la France ne resterait pas les bras croisés. Parce que nous considérons que l'existence d'Israël, après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un fait politique majeur du XXe siècle. Et nous ne sommes pas prêts à transiger. Enfin, entre la frappe préventive, comme vous l'avez dit, et l'efficacité des sanctions, il y a quand même un chemin. Voilà. Dernière question, Monsieur Mazerolle, vous voulez? Bonjour, Monsieur le Président. Oh, je ne vous demande pas d'être optimiste, bien sûr, ça serait d'ailleurs ridicule, et ce n'est pas votre rôle, bien sûr. Je vous demande simplement de regarder la difficulté des problèmes, la profondeur des crises, et les initiatives que nous prenons pour vous démontrer que, contrairement à ce qu'on dit un peu rapidement, les gouvernements peuvent agir et ne sont pas condamnés à subir. Et finalement, ça sera ma conclusion. S'il y a quelque chose qui est à retenir de ce G20 de crise, encore un de plus, c'est qu'il est possible d'agir, qu'il ne faut jamais renoncer, que les peuples nous regardent, que les peuples ont souffert de la crise, et que nous devons leur apporter des réponses, et que les réponses ne sont pas dans la facilité, dans la démagogie et dans le renoncement. Et moi, je fais un lien entre la taxe sur les transactions financières, la réduction de nos déficits, le référendum en Grèce, c'est que nous ne voulons pas de renoncement, nous ne voulons pas de démagogie, nous voulons de l'action avec des résultats pour sortir le monde de la crise dans laquelle il se trouve. Voilà. Alors après, dans le secret de votre conscience, vous vous direz est-ce que c'est suffisant ou pas. Merci à tous et je voudrais remercier le maire de Cannes qui nous a reçus vraiment magnifiquement et en plus avec ce temps si azuréen,
on a eu l'impression d'être de l'autre côté de la Manche, et ça a donné des images qui étaient magnifiques, sans être trop. Voilà, et vraiment, je trouve qu'en termes de communication, pour la ville de Cannes, c'était vraiment formidable. Et puis, je voudrais vous remercier également, parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup dormi, compte tenu des heures de réunion et de la complexité des sujets, que c'était finalement assez agréable de répondre à vos questions. Bon courage.